Est-ce vraiment le changement que nous avons réclamé sur la place publique? C'est la question que se posent les jeunes regroupés au sein de la Gen Z. C'est notamment ce qu'ils ont inscrit sur les pancartes qu'ils ont brandies ce matin à Mbuzatov. Les revendications se poursuivent et les jeunes de la Gen Z continuent leurs manifestations pacifiques dans la rue. Ils ne reculent pas malgré les arrestations en cours et ils ont également affirmé aujourd'hui que les arrestations arbitraires règnent actuellement à Madagascar. Les objectifs fixés par les jeunes ne sont pas encore atteints au vu de la situation actuelle. De nombreuses plaintes s'élèvent face à la conjoncture et l'un des secteurs les plus problématiques reste la justice, selon les membres de la Gen Z aujourd'hui. En outre, ils affirment également que le recrutement des ex-militaires est lui aussi dominé par la corruption. Des militaires ayant terminé leur service mais n'ayant pas encore été intégrés au sein de la fonction publique étaient présents sur place aujourd'hui pour soutenir les jeunes de la Gen Z. Ces jeunes ne comptent pas s'arrêter et continueront leur lutte, ont-ils encore réaffirmé aujourd'hui. La mobilisation sera toutefois suspendue samedi prochain pour des raisons d'organisation interne. En effet, ces jeunes de la Gen Z ont déclaré que les manifestations à travers tout Madagascar cherchent de nouveau à parler d'une seule voix. Raha atao angamba nandritra ny nazahoana ny fahaleovantena ka hatramin'izao dia ity fitondrana mijoro ankehitriny ity no tena champion amin'ny fanaovana perquisition ara-dalàna sy tsy ara-dalàna. Mifangaro ao daholo dia ataoko angamba fa ity no tena nahavita sy nanao an'izany. Dia raha izany angamba no ilazana ny fanavaozana dia izany zavatra misy sy hita. Ka zavatra toy ireny zany dia manapirofo, manambara, mandrakariva ny fanararaotam-pahefana misy eto amin'ny firenena. Satria fivavahana no hita sy atao amin'ny toerana io isaky ny alahady. Dia akatona le izy amin'izao fotoana izao io saly anankiray izay ampiasan'ny olona io. Efa tsy misy mpanao politika ny mampiasa sy mipetraka any amin'ny toerana na manao birao an'io toerana ao amin'ny arena io. Fa io fivavahana io zany no misy isaky ny alahady. Dia milaza moa ny ministry ny fitsarana fa miendrika mikonokonona fanakorontanana. Zany foana manko ny zavatra hainy efa lany tsy anjery mihitsy zany fa zay zavatra misy dia fanakorontanana foana zany rehefa aty amin'ny ankilany. Beaucoup de citoyens que nous avions interrogés aujourd'hui affirment que la perquisition menée dans les locaux de Viva semble traduire un abus de pouvoir et ne reflète pas l'esprit de refondation que veulent véhiculer les dirigeants actuels. Ce jeune homme déplore ces actes car c'est injuste. Nous sommes dans une transition de refondation et cela devrait se traduire par une liberté et non de la répression. Tout le monde doit être libre de parler, c'est cela la démocratie, mais la perquisition menée chez Viva nous étonne beaucoup, d'autant plus que les dirigeants parlent de renouveau. Pour nous, c'est de l'abus, souligne-t-il. Cette mère de famille, quant à elle, se dit aussi étonnée de tels actes, car pour elle, tout devrait changer, y compris le droit à l'information, et pour cela, les dirigeants devraient apporter des explications. Cette jeune femme aussi s'allie aux précédentes déclarations selon lesquelles nous sommes en période de refondation, donc tout devrait suivre cette voie. Pour elle, la perquisition menée chez Viva cache des dessous politiques alors qu'il s'agit de médias. Cette autre mère de famille souligne l'importance de la démocratie et affirme que les dirigeants actuels parlent de démocratie et ne devraient pas faire ce qu'ils veulent dans le pays. D'être des malfaiteurs, moi je refuse qu'on accuse mes équipes, mes leaders, mes pasteurs, mes bâtisseurs, que je vais faire beaucoup de sacrifices chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donner de leur temps et leurs moyens pour servir le pays, se faire traiter de malfaiteurs. Ces accusations ne sont pas seulement mensongères, elles sont insultantes. Alors, puisque tout cela est faux, en quoi Home Church Madagascar dérange-t-elle réellement? Parce que nous tenons nos cultes à l'Arena? Avant ça, on était au stade Baria, puis on nous a demandé poliment de partir. On a fait une demande pour Avouri, mais ça n'a pas été accordé. Toutes les portes nous ont été fermées, il n'y a que l'Arena Ivange qui nous a ouvert les portes. Et depuis toujours, il y a toujours des réunions de prière et de louanges dans cette salle et pas qu'avec Home Church. Alors, puisque tout le monde sait aujourd'hui que ces accusations sont fausses et que le dossier a été fabriqué de toutes pièces, quel est réellement votre objectif ?
Si votre objectif est de vouloir atteindre le président Andradzuel, alors dites-le clairement, tout simplement, mais sans prendre à une église, à des jeunes qui prient, à des familles, à des bénévoles pour régler des comptes politiques est un acte profondément lâche. Oui, c'est lâche et vous n'avez pas besoin de passer par notre église pour atteindre vos objectifs. Selon le mandat de perquisition signé par le procureur de la République, c'est la Home Church, un groupe de prière utilisant l'amphithéâtre de l'Arena Ivanj, qui a fait l'objet d'investigations. Pourtant, en consultant la page Facebook de la Home Church, voici les images qui apparaissent. Home Church, ce type de rassemblement peut-il réellement être qualifié de réunion à caractère illégal, nécessitant la fermeture de l'amphithéâtre de l'Arena Ivanj? Ou bien l'organisation et la participation à un culte religieux seraient-elles désormais considérées comme des infractions? Vous touchez aux institutions religieuses. Alors, nous posons la question. Qui sera la prochaine église? Qui seront les prochains jeunes arrêtés arbitrairement? Qui seront les prochains entrepreneurs accusés faussement? Je veux aussi dire clairement aujourd'hui que nous nous tenons aux côtés de l'Église catholique qui a récemment dénoncé ces dérives. Nous nous tenons aux côtés de tous ceux qui ont encore le courage de parler. Nous nous tenons aux côtés de cette jeunesse qui commence à dire que vous allez trop loin. Parce qu'au départ, vous étiez censé porter l'espoir. Vous étiez censé porter la refondation du pays. Le peuple était prêt à marcher à vos côtés. Les églises, la jeunesse, les entrepreneurs, la société civile, nous étions prêts à aider à reconstruire Madagascar. Mais aujourd'hui, une question demeure. Où sont vos actes? Parce que les nôtres sont visibles sur le terrain, dans les hôpitaux, dans les villages, dans les orphelinats, dans les prisons, auprès des jeunes, auprès des familles et même à Tamatave après le passage de ce dernier cyclone. Nous avons choisi de servir. Vous devez maintenant choisir ce que vous voulez réellement construire pour ce pays. Les responsables de Home Church ont réagi aujourd'hui face à cette situation. D'après les informations, l'enquête est encore en cours. La Home Church et ses fidèles attendent désormais la suite de l'affaire, tout comme le groupe de médias Viva. C'est mardi dernier que les forces de l'ordre se sont rendues au siège de Viva à l'Arena Ivanj, munies d'un mandat de perquisition. Dans un premier temps, la présence de Home Church, une église utilisant l'amphithéâtre Arena chaque dimanche, aurait motivé cette intervention. Après les investigations, les forces de l'ordre ont quitté les lieux sans avoir découvert d'éléments particuliers. Malgré cela, la décision de fermer l'amphithéâtre Arena a tout de même été prise. Sans attendre davantage, dès le lendemain, mercredi 13 mai, les forces de l'ordre sont revenues avec une nouvelle autorisation. Cette fois-ci, c'est l'ensemble du site Arena Ivanj qui a fait l'objet d'une fouille. Là encore, aucune découverte particulière n'a été signalée. Cette affaire a suscité de nombreux débats et réactions au sein de l'opinion publique ainsi que sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur avis et soulevé des interrogations quant aux raisons réelles et aux motivations de cette décision. La procureure près du tribunal de première instance d'Anous a ensuite apporté des éclaircissements sur cette affaire. Misy ny ango-baovao izay voaray fa misy réunion izay fivoriana izay atao ao amin'io amphithéâtre eny amin'ny Arena Ivanj io fivoriana izay ahina fa misy fikonokononana fandikan-dalàna ka izay no antony nirosona tamin'ny fanadihadiana sy nirosona tamin'ny perquisition ary ny fanakatonana ilay amphithéâtre. Malgré cette communication officielle, plusieurs questions demeurent encore parmi les citoyens et les observateurs. La suite de cette affaire est donc attendue. En attendant, toutes les activités commerciales liées à l'utilisation de l'amphithéâtre Arena à Arena Ivanj restent suspendues. Selon la Constitution malagasy, dans son article 10, les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous. Il est donc clair que la liberté de se réunir pacifiquement et de manifester sa foi religieuse
figure parmi les droits fondamentaux garantis par la Constitution. Cela signifie qu'un citoyen peut organiser un culte, participer à une réunion ou se rassembler avec d'autres. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'un lieu privé. Outre la Constitution, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples protège également la liberté de réunion et la liberté de manifester sa foi religieuse. Les articles 8 et 11 de ce texte précisent que la liberté de conscience et de religion est protégée, de même que la liberté de professer et de pratiquer librement sa religion. Il indique aussi que toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Il en va de même pour le pacte international relatif aux droits civils et politiques, déjà signé par Madagascar, qui réaffirme la liberté de réunion et de culte. Ce ne sont là que quelques exemples, car de nombreux autres textes protègent encore les citoyens en matière de liberté de réunion et de religion. Il s'agit d'un droit fondamental considéré comme l'un des piliers de la vie en société. Telle est l'ambiance qui régnait du côté du quartier dit La Petite Vitesse aujourd'hui à midi. Les vendeurs ont en effet été repoussés sur les côtés par la commune. Une décision qui ne fait toutefois pas l'unanimité chez ces commerçants. Nous ne sommes pas d'accord avec ce départ. On n'a pas d'argent. C'est pour cette raison qu'on reste ici. Il n'y a d'ailleurs pas d'endroit prévu pour nous. Les vendeurs ambulants sont toujours déplacés un peu partout. À chaque changement de régime, on nous déplace. Pour ce vendeur de sandales, les recettes journalières tournent autour de 10 000 arrières. Elles peuvent atteindre 30 000 arrières pendant les périodes de fête. Chaque jour, elle paie un droit de place de 500 arrières, soit environ 15 000 arrières par mois. De son côté, cette commerçante qui a refusé d'apparaître à visage découvert affirme avoir contracté un prêt bancaire pour financer ses 4 étals pour lesquels elle paie 1 000 arrières par jour. C'est grâce à la banque que je fais vivre ma famille. Mon mari ne travaille pas et c'est avec l'argent du marché que je rembourse le prêt. À bout de souffle, ces vendeurs ont organisé une manifestation ce matin. Selon eux, les autorités envisageraient de les réinstaller à l'intérieur du marché de petite vitesse, mais l'espace disponible serait insuffisant pour accueillir tout le monde. La passation de service entre l'ancien et le nouveau secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue était prévue à 10 h ce matin. Cependant, à notre arrivée à Panjinumbe à cette heure-là, la cérémonie n'avait toujours pas commencé. À l'extérieur de la salle, des policiers étaient présents ainsi que plusieurs employés visiblement inquiets. En se dirigeant vers le bureau du secrétaire général, une surprise attendait sur place. La porte du bureau avait été bloquée et clouée à l'aide de planches. La salle prévue pour la passation de service était également fermée. Le syndicat des employés qui s'oppose à la nomination de Berid Ravelmanansou comme secrétaire général du ministère serait à l'origine de la fermeture et du blocage de ces bureaux. Ce geste traduit leur refus et leur mécontentement face à la nomination du nouveau secrétaire général. Des personnes présentées comme des soutiens aux militants venus installer ce nouveau secrétaire général sont même arrivés à Panjinumbe aujourd'hui, 1h30 après l'horaire initialement prévu pour la passation de service. La cérémonie a finalement eu lieu à 11h30. On attend la suite alors que les syndicats des employés du ministère regroupés au sein du Saint-Pidjou réaffirment leur opposition à ce nouveau secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue. Des barrages ont été érigés hier soir à Nuspachan pour protester contre la reconduction du chef Fouktan. Les habitants ont exprimé leur mécontentement. Selon les manifestants, la localité a besoin d'un nouveau chef Fouktan. Ils demandent également la fermeture du bureau du Fouktan jusqu'à la désignation d'un nouveau responsable. Cette manifestation nocturne des habitants d'Anuspachan a provoqué d'importants embouteillages pendant plusieurs heures. Par ailleurs, à Nusatu Atsinanan, d'autres habitants sont également descendus dans la rue hier, en fin d'après-midi, pour protester contre la destitution de leur chef Fouktan. Une manifestation des habitants s'est tenue à Nuspachan concernant le remplacement des présidents de Fouktan.
Le vendredi 8 mai dernier, les 32 présidents de Phu Thanh du 4e arrondissement ont reçu une lettre mettant fin à leurs fonctions, tandis que 4 d'entre eux ont été rétrogradés au poste d'adjoint. Selon une source d'information, c'est le chef de district qui a convoqué les présidents de Phu Thanh afin de récupérer cette lettre d'abrogation au niveau du district. Il a également été indiqué qu'une réunion devait se tenir avec le Fanilun Fanavosan à Madagascar ou FFM, mais que la passation de service entre les anciens et les nouveaux présidents de Phu Thanh a été reportée pour la semaine prochaine pour des raisons d'organisation. Le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur n'a ni confirmé ni démenti ces informations, tout en rappelant le statut particulier de la province d'Antananarivo, défini dans le décret de 2026 relatif au président de Phu Thanh. Ainsi, la nomination des présidents de Phu Thanh relève du chef de district, tandis que pour Antananarivo, Nusu-Belleville et Sainte-Marie, cette responsabilité revient au préfet. Rendez-nous notre eau. Tel était le slogan scandé par les habitants d'Ambunjena hier soir lorsqu'ils sont descendus dans la rue pour bloquer la circulation et réclamer leur droit à l'accès à l'eau potable. Selon leur plainte, l'approvisionnement en eau dans le Phu Thanh Ambunjen ne fonctionne pas normalement. L'eau n'arrive généralement que la nuit, provoquant d'importantes difficultés pour les foyers. Les dépenses liées à l'eau deviennent également très lourdes, puisqu'un bidon d'eau livré coûte désormais jusqu'à 3000 ariars. La manifestation des habitants cette nuit se voulait avant tout un appel d'alerte, mais ils affirment qu'ils poursuivront leurs revendications jusqu'au retour à la normale de leur approvisionnement en eau. Les habitants d'Ambunjen attendent des solutions durables. Ils refusent également le système de distribution par tour mis en place, estimant qu'ils ont besoin d'un accès continu à l'eau courante. À Peflu Andavamamb, le travail de route consiste à transporter de l'eau contre rémunération. À seulement 24 ans, cette jeune femme en a fait son activité principale. Elle parvient à acheminer environ 40 bidons par jour et approvisionne notamment des hôtels du quartier. Elle se rend à Manartsu pour s'approvisionner en eau en raison des difficultés d'accès dans sa zone d'habitation. Une activité qu'elle considère aussi comme un service pour la communauté face aux problèmes d'eau actuels. Pour les ménages, la situation représente toutefois une charge financière importante. Cette mère de famille vivant à Andavamamb témoigne d'une dépense mensuelle pouvant atteindre 50 000 ariars uniquement pour l'eau. Elle doit également faire appel à des porteurs d'eau depuis le quartier des 67 hectares et affirme réduire considérablement sa consommation. L'accès à l'eau potable, considéré comme un droit fondamental, suscite de nombreuses plaintes ces derniers temps. Dans la capitale Malagasy, censée être une grande ville, les habitants continuent de faire face à de sérieuses difficultés d'approvisionnement en eau potable. La mise en application du calendrier de distribution d'eau par quartier établi par la JIRAMA a débuté ce jour. Au total, 23 Phu Thanh sont concernés par cette mesure, notamment ici à Manzakaray. De nombreux secteurs d'activité subissent également les conséquences de cette pénurie d'eau. Malgré les promesses des nouvelles autorités, aucune solution durable n'a encore été trouvée jusqu'à aujourd'hui face aux coupures d'eau répétitives. Les habitants continuent ainsi de vivre dans des conditions difficiles au quotidien. La production d'eau potable pour Antananarivo a augmenté au cours des 15 dernières années, alors qu'elle était d'environ 132 000 mètres cubes par jour en 2010, elle dépasse désormais les 200 000 mètres cubes quotidiens depuis 2025. Malgré cette progression, la quantité produite reste insuffisante. Le nombre de la population d'Antananarivo et de sa périphérie augmente rapidement. De nouveaux quartiers continuent également de se développer, entraînant une hausse constante des besoins en eau au quotidien. Actuellement, les besoins de la population sont estimés à près de 300 000 mètres cubes par jour. Cela signifie qu'il existe encore un déficit d'environ 100 000 mètres cubes entre la production réelle et les besoins sur le terrain.
La vétusté des canalisations constitue aussi un problème majeur. Une grande quantité d'eau se perd dans le réseau à cause des conduites endommagées et vieillissantes, empêchant l'eau d'arriver jusqu'aux consommateurs. Certaines estimations indiquent même qu'une part proche de la moitié de l'eau produite serait perdue. La situation devient encore plus difficile durant la période d'étiage. Entre les mois de mai et octobre, le niveau des rivières baisse considérablement. Les stations de production ne peuvent alors traîner qu'entre 80 000 et 160 000 mètres cubes d'eau par jour. En avril 2025, l'ancien président Ange Rajoelina a procédé à la pose de la première pierre du projet de réhabilitation de la station de production d'eau de Manchester. Des travaux de rénovation des réseaux de distribution endommagés ont également été annoncés afin d'augmenter l'approvisionnement en eau et de réduire les pertes sur le réseau. Le prix du gaz domestique d'une marque de distribution ont enregistré des hausses variant entre 6,45%, 7,25% et 7,14% depuis la semaine dernière. La bouteille de 4 kg, vendue auparavant à 31 000 arrières, coûte désormais 33 000 arrières. Celle de 9 kg est passée de 69 000 arrières à 74 000 arrières, tandis que la bouteille de 12 kg est passée de 98 000 arrières à 105 000 arrières. Une augmentation qui a rapidement provoqué l'indignation des consommateurs sur les réseaux sociaux, d'autant plus qu'aucune explication officielle n'a été donnée par les distributeurs concernant les raisons de cette hausse. Selon des internautes, aucune explication n'a été fournie par les producteurs. Les prix augmentent sans prévenir. Chacun cherche seulement à s'enrichir. À Madagascar, chacun fixe les prix comme il veut. Rien n'est réellement contrôlé. Les dirigeants semblent davantage préoccupés par les luttes politiques que par les difficultés de la population. Le bois devient difficile à trouver, le charbon et le bois de chauffe coûtent déjà très cher, et maintenant le gaz augmente aussi. Faudra-t-il finir par manger les aliments crus ? Le conflit au Moyen-Orient serait l'une des principales causes de cette hausse de prix du gaz domestique. Selon les données disponibles, une tonne de gaz butane se négocie actuellement autour de 800 $ sur le marché international. Ce jeudi matin ne ressemble pas aux autres. L'Ascension revêt une grande importance pour les fidèles chrétiens du monde entier. C'est un jour qui rappelle le moment où Jésus-Christ a quitté la terre pour monter au ciel, 40 jours après Pâques. Cette montée possède, selon la foi, une signification religieuse profonde fondée sur la prise de responsabilité et le salut des êtres humains. Outre le mystère de Pâques, l'Ascension se prolonge également dans la mission et le cheminement de la Pentecôte, une fête qui sera célébrée dans 10 jours. À l'écart Saint-Michel, Itos, 81 fidèles ont reçu le sacrement du baptême. Par ailleurs, 35 nouveaux fidèles ont reçu le sacrement de l'Eucharistie, dont 9 dans le cadre d'une intégration. Des milliers de jeunes avaient envahi l'avenue devant l'hôtel de ville. Des jeunes porteurs d'espoir, venus des universités et lycées d'Antananarivo. Soudain, les coups de feu ont éclaté, couvrant les cris des manifestants. C'est ainsi qu'a éclaté l'un des soulèvements populaires les plus marquants de l'histoire de Madagascar, le mouvement du 13 mai 1972. Plus de 40 personnes ont perdu la vie lorsque les FRS, Forces républicaines de sécurité, ont tiré sur la foule. Les blessés, eux, portent encore les séquelles de cette journée. C'est à ce moment qu'est née la place du 13 mai, une dénomination qui ne symbolise pas seulement un lieu, mais qui conserve aussi la mémoire, la lutte et surtout un état d'esprit. Selon l'histoire, le mouvement a débuté le 22 janvier avec la mobilisation des étudiants en médecine et en pharmacie de l'École supérieure de médecine de Befelatanen, qui réclamaient des réformes et une amélioration de l'enseignement. En avril 1972, les étudiants d'Akatsu ont rejoint le mouvement, soutenus ensuite par leurs parents. Ils se sont levés pour réclamer l'égalité des droits face aux injustices et aux discriminations envers les étudiants malagasy. Au fil du temps, le mouvement étudiant s'est transformé en soulèvement populaire. Le rejet de ce qui était considéré comme une forme de néocolonialisme, la revendication de la malgachisation de l'éducation des enfants,
ainsi que la remise en question des accords conclus avec la France sur les plans administratifs et diplomatiques, avaient conduit la population dans les rues. De nombreuses personnes ont été arrêtées, des médecins, des prêtres, des étudiants, ainsi que des parents d'étudiants qui dirigeaient le mouvement. Ils n'ont même pas été retenus à Antananarivo, mais envoyés à Nuslava dans la nuit du 12 mai 1972. Le 13 mai 1972 tombait un samedi. Ce jour-là, les manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville et l'élan de la contestation ne s'est pas arrêté là. Le mouvement s'est propagé dans plusieurs chefs-lieux de province à travers le pays, notamment à Mazang, où la tension était particulièrement vive. 54 ans plus tard, la lutte et les vies sacrifiées lors du 13 mai 1972 restent profondément gravées dans les mémoires des Malagasy.